Moi, déjà, je vais me présenter. Alors, Nicole, ça c'est mon prénom effectivement. Je suis ravie d'être avec vous et de vous rencontrer. J'ai lu un petit peu vos histoires à chacun via Facebook parce que vous l'avez envoyé aujourd'hui. Je vous remercie de ce partage. Moi, je suis thérapeute. Je suis kiné à la base et puis après, j'ai fait des formations de médecine chinoise traditionnelle et d'ostéopathie. Et aujourd'hui, je fais une prise en charge pour les personnes qui soit ont des douleurs physiques, mais pour beaucoup ont des douleurs psychologiques. Et ça peut être des accompagnements effectivement à la mort, ça peut être des accompagnements lors de maladies, ça peut être des personnes qui ne sont pas malades, mais qui accompagnent des gens qui sont malades, donc dans des familles. Mais ça peut être plein de choses en fait, parce que j'ai pu voir qu'il y avait, je crois que c'est toi Muriel, qui a perdu un enfant quand tu étais enceinte, si Oui, je me trompe pas. c'est ça. Voilà, donc ça peut être aussi ce genre de choses, mais c'est pas que pour des deuils non plus que j'accueille et que j'accompagne les personnes. C'est vraiment très large. Cela dit, depuis plus d'un an maintenant, je propose des ateliers, moi, à mon cabinet, et celui qui m'est toujours redemandé et en boucle, hein, parce que là, j'ai encore une liste d'attente, c'est celui sur la mort. J'ai également fait une formation, enfin proposé une formation qui est sur la maladie et la mort. Là, il y en a une qui vient ce week-end et qui va, elle, parler plus du spirituel, donc de la partie après, hein, la mort. Et c'est vrai que c'est mon quotidien en fait d'accompagner les gens, de les aider à voir les choses autrement, de pouvoir avancer, d'être dans leur vie et d'être des vivants dans cette vie justement jusqu'au bout et de sentir aussi la présence qui, c'est pas une absence, c'est une présence de tous tout le temps. Alors pourquoi est-ce que moi je vois ça comme ça vient de mon histoire personnelle qui explique sûrement aussi et très bien pourquoi j'ai fait ce métier-là et pourquoi je suis à faire ça aujourd'hui. Je me sens un peu missionnée d'ailleurs depuis un an très fortement. Moi, j'ai perdu ma mère quand j'avais 5 ans et c'est un âge particulier parce que à cet âge-là, moi, je baignais encore dans une fusion d'amour totale. Et lorsqu'elle est décédée, ce jour-là, je m'en souviens, mais je ne suis pas marquée et traumatisée par l'annonce de son décès, puisque moi, je la sens présente, je l'entends, je la vois et on converse. Donc, aussi bizarre que cela puisse paraître, quand en face de moi, j'ai une de mes tantes qui me regarde comme si, ça y est, j'étais plus la même petite fille, parce que j'étais supposée avoir souffrir déjà pour commencer et puis vivre les choses comme si c'était moins, eh bien en fait ça n'a pas lieu. Ça n'a pas lieu parce que moi je ne vois pas que ma tante et mon frère et mes cousins cousines dans la tristesse. Je sens et j'entends et je vois ma mère, ce qui fait que forcément que je suis pas du tout dans cette tristesse là et même je ne comprends pas. Pour vous dire, c'est que le jour de l'enterrement, mon père est à côté, je vois tout le monde pleurer, on est dans l'église parce que je suis issue d'une famille catholique pratiquante. Et la seule chose qui me vient, c'est de demander à mon père, mais pourquoi tout le monde pleure? Donc je vis pas la même chose et à la fois, grâce à cela, ça m'a permis de plonger dans comment les gens dans ce monde le voient, le vivent, et de pouvoir, moi aussi, aller chercher les pièces de puzzle de pourquoi je le vis autrement. Où est la vérité finalement? Qui détient la vérité, surtout quand on est une petite fille. Moi, je ne l'ai jamais dit tout ça en fait. Hein. Ça fait quelques années où là, ça y est, c'est très clair. J'ai rassemblé toutes les pièces de puzzle. Je sais où se place la vérité et donc j'en témoigne. Mais c'est vrai que pendant longtemps, je ne pouvais pas le dire parce que je ne savais pas ce qu'était la vérité en fait. J'étais en doute aussi de tout ça. Et c'est aussi pour ça que si je peux aider à ce que ce passage-là se vive d'une autre façon, si ça peut permettre de voir ce que ça apporte aussi, parce que s'il y a bien, je pense, une question qui amène à la vie, c'est quand on se dit que cette vie sur Terre, elle a une fin. Je pense que plus on a conscience de ça, et plus on est dans l'envie du sens de la vie. Et donc, dans quel sens, ça dépend de chacun, parce que ça, on est complètement libre, et heureusement. Mais ça amène à la réflexion sur soi, sur qu'est-ce que j'en fais de cette vie, et etc. Donc, voilà.
voilà pourquoi je suis thérapeute aujourd'hui. Je te remercie Nicole, c'est vrai qu'on toutes les deux on a ça en commun, on est un petit peu atypique au sens où on a un rapport à la mort qui est particulier. Après, comme tu disais, il ne faut pas oublier que ce qu'on vit nous, c'est très différent de ce que vivent d'autres gens et d'autres familles. C'est même important, j'ai même envie d'ajouter ça d'emblée, c'est même très important de jamais nier l'émotion qu'elle sous-tend en fait. Quelle que soit l'émotion dans laquelle vous êtes, mais accueillez-la parce que c'est une information primordiale en fait. C'est ce qui va faire qu'on va pouvoir avancer en fait, quel que soit ce qu'on vit, hein. Quel que soit ce qui va nous traverser, on peut être sidéré, on peut être en colère, triste bien évidemment, mais toutes ces étapes-là sont nécessaires et c'est important de les accueillir telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent en fait. Puis c'est un processus qui demande du temps. C'est vrai que ça se fait pas en quelques jours de faire un deuil, quel qu'il soit, et quelles que soient les raisons et les circonstances pour lesquelles ça se fait. C'est vraiment un processus qui est long, quoi, qui traverse des phases. Et je crois qu'il faut se donner de la patience. Faut se donner beaucoup d'amour et de patience pour traverser ça de bout en bout. Surtout quand en plus on n'est pas forcément soutenu autour pour le vivre et qu'on doit faire ça, on doit faire face à ça tout seul. Ça fait peur. Donc je pense que même vous pouvez parfois esseler parce que ça fait peur. C'est bizarre, hein, mais c'est comme si les gens pensaient que d'aller vous voir ou d'en parler, eh bien, ça ferait venir plus vite la mort chez eux, quoi. Enfin, c'est vrai, il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais moi, je vois bien au cabinet, c'est un havre de paix de pouvoir en parler. Je vois que c'est un soulagement de pouvoir enfin avoir une oreille qui en parle. Encore plus tabou, je pense, dans le cadre de décès comme ceux qu'ont vécu Monique et Bruno, ou même toi, Muriel, parce que c'est vrai que même les morts en couche, on en parle un peu aussi. Souvent, même je sais qu'il y a des familles qui éprouvent le besoin d'entretenir la mémoire, de continuer à célébrer les anniversaires de ces enfants qui sont morts avant terme, mais qui quelque part ont quand même eu un pied dans cette vie, dans ce côté de notre vie. Et c'est pas forcément compris par l'entourage qui a l'impression que ça les empêche de faire leur deuil, justement, que ça les retient trop dans le souvenir, alors que non, au contraire, pour eux, c'est important d'honorer cet enfant qui continue à faire partie de la famille, même s'il n'est pas arrivé à terme, il a quand même eu une existence parmi nous et il est quand même encore toujours là. C'est ça. Et donc, en plus, là, dans le cas des histoires qu'on a, ce sont toutes des morts très brutales. Donc en plus, il n'y a pas eu de préparation à ce décès, à cette absence. C'est vraiment tombé comme un coup près, que ce soit dans le cadre d'une fausse couche, que ce soit dans le cadre d'un accident brutal comme pour le petit garçon de Muriel, que ce soit pour le suicide comme pour le fils de Bruno et Monique. Dans les trois cas, c'est vraiment quelque chose qui foudroie, quoi, qui tombe. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on s'y attend pas, on ne s'est pas préparé au deuil, comme ça aurait pu être le cas dans le cadre d'une maladie. Et donc, du coup, je pense que c'est encore plus brutal, plus difficile à accepter. Enfin, je pense que c'est vraiment toute la vie qui bascule, quoi, quand ça arrive. Oui, ça. Tout ce que vous dites est très juste, effectivement. Cette brutalité, ce manque de préparation, cet événement auquel on s'attend pas et auquel on n'est pas du tout préparé, c'est très, très, très compliqué à vivre. Du coup, j'enchaîne peut-être. Tu fais comme tu le sens, Mumu. Si tu y arrives, vas-y. Sinon, on va t'aider. Ouais. Fais vraiment comme tu sens. Non, je devrais y arriver. Voilà. Sinon, moi, je connais un peu l'histoire, donc au besoin, je t'aide. Au moins pour la deuxième. Ça marche. Ok, pour le démarrage. Donc, déjà, merci d'offrir cet espace de partage sur un sujet aussi délicat, parce que effectivement, Nicole, comme tu le soulignes, il y a beaucoup de tabous autour de la mort et c'est très difficile de trouver des endroits où on peut être entendu, où on peut en parler simplement, même sans aller très loin dans l'émotion, mais en parler simplement, c'est très compliqué. Les gens ont peur d'entendre parler de la mort, sont tous très mal à l'aise avec ça. Et voilà, donc ça en rajoute une couche dans le domaine de la solitude qu'on ressent quand il se passe des événements comme cela. Ça en rajoute un bon paquet.
Donc voilà, je m'appelle Muriel. Moi, j'ai donc j'ai un livret de famille avec 4 prénoms d'enfants dessus, mais je n'ai que 2 enfants qui m'accompagnent au quotidien, on va dire dans la vie physique. Ouais. Donc j'ai un grand garçon qui a bientôt 10 ans. J'ai perdu un petit garçon il y a 7 ans, à 8 mois de grossesse. On a découvert très tard qu'il était atteint d'une maladie génétique rarissime, incurable. Et il a fallu prendre la décision de continuer la grossesse ou pas. Donc là, le choix a été absolument cruelissime. Mais voilà, pour tout un tas de raisons, on a décidé d'arrêter sa vie à ce moment-là. Et il a fallu passer à travers un certain nombre d'épreuves, tant physiques que psychologiques, pour mettre un terme à sa vie, pour ensuite, moi, accoucher de ce petit garçon qui était décédé. Et voilà, donc derrière tout le lot de culpabilité, de questionnement, tout l'effondrement, évidemment, le ciel qui s'ouvre et des monceaux de roches qui nous tombent sur la tête. Voilà, donc ce deuil-là a mis du temps à se faire, mais j'ai eu la chance d'être bien accompagnée à l'époque, bien entourée. J'étais dans un réseau où j'avais beaucoup d'amis thérapeutes, beaucoup d'amis aussi dans tout ce domaine de la spiritualité, de l'accompagnement. Voilà, j'étais déjà moi-même engagée depuis longtemps dans ce chemin, donc je savais plein de choses, j'avais conscience de plein de choses, mais j'ai réalisé à ce moment-là que il y avait ce que je savais avec ma tête et il y avait ces choses-là, je les avais pas du tout intégrées. Je savais beaucoup de choses mentalement, mais je ne les avais pas intégrées. C'était pas descendu dans mon corps. Donc, il m'a fallu 3 ans pour sortir la tête de l'eau de cette histoire. Entre-temps, j'avais eu un autre petit garçon qui a maintenant bientôt 6 ans. Et donc, j'ai ensuite eu un autre petit garçon. Donc voilà, j'ai eu que des garçons qui est décédé l'année dernière. Il s'est noyé dans notre piscine. Donc voilà, un deuxième. Je pensais pas que la foudre pouvait frapper 2 fois au même endroit. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et là, ça a été encore, évidemment, une brutalité vraiment inouïe. Et il y a vraiment une chose que je regrette maintenant. Pourtant, pour lui, c'est pas si vieux, mais voilà, avec le recul de toutes ces histoires, je me suis sentie en fait très perdue, n'étant pas engagée dans une religion, quelle qu'elle soit. Je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Je sens une connexion avec l'univers, avec les forces de la nature, avec plein de choses. Mais j'ai regretté à ce moment-là de ne pas être croyante dans une religion, pas être juive ou catholique, parce qu'il y a des processus de deuil qui sont là déjà en quelque sorte tout près et dans lesquels on n'a qu'à se laisser porter dans ces moments-là et où on peut vivre pleinement quelque part son deuil et sa douleur et tout ce qu'on a à vivre à ce moment-là. Et en fait, à aucun moment, moi, j'ai pu vivre cette espèce de lâcher-prise, de portage, parce que dans les 2 cas, ça a été voilà, très brutal et parce que je n'avais pas cet appui-là, je n'avais pas ces rituels, je n'avais pas ce côté rituel qui était là et qui m'aurait beaucoup aidé, je pense, à traverser. Donc, il a fallu, avec mon mari, à chaque fois, c'est nous qui avons dû tout gérer pour nous et gérer pour les autres et mettre un couvercle, en fait, vraiment assuré, garder la tête droite et traverser l'épreuve.
Et voilà, ça a été, c'est une des choses que je m'autorise à regretter maintenant, parce que comment dire, j'ai tellement de choses à dire que je ne sais plus. Tu parlais tout à l'heure de cette traversée d'un tunnel. On se retrouve perdu dans un tunnel et on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. On a l'impression que moi, j'ai vraiment eu cette sensation que je traversais un tunnel qui était complètement fermé, qui était rempli de ronces, de verre pilé, et que je marchais là-dedans jusqu'au genou. Et ça a duré pendant des mois et des mois. Et fort heureusement, maintenant, ça s'apaise, parce que tout le cheminement que j'ai pu faire déjà quand j'ai perdu Solal m'a amené des clés, m'a amené des compréhensions autres que mentales, justement, m'a amené une stabilité, m'a amené un ancrage. Et voilà, alors, je ne sais pas si une mort en a préparé une autre, j'en sais rien. Mais je me rends compte que le processus de deuil que je traverse actuellement est intense, mais beaucoup plus rapide, quelque part. Je passe par moins de méandres qu'il y a 7 ans. Mais par contre, l'intensité est beaucoup plus puissante. Voilà. Et en fait, j'ai envie de témoigner parce qu'au-delà de cette mort qui a frappé mon couple, ma famille, il y a la vie. Et c'est vraiment ce que j'ai réussi à trouver au travers de ces épreuves-là, la vie avec un V, un grand V. Et j'aurais jamais cru, en fait, qu'il pouvait y avoir ça derrière. Et aujourd'hui, je peux pas dire que je suis heureuse. Je peux pas dire ouais, c'est super, j'ai vécu ça, c'était génial. Mais par contre, je peux dire que je savoure chaque instant qui passe, quel que soit ce qui se passe. C'est-à-dire si c'est une belle journée, si c'est une moins belle journée, peu importe. Il y a comme si je m'étais vraiment glissée dans la vie, une bonne fois pour toutes. Jusqu'à présent, je la regardais, la vie, je la contemplais un peu de ce côté, un peu de là. J'essayais de la tournicoter un peu, de la tourner à mon avantage. Et en fait, c'est comme si vraiment j'avais réussi à être totalement dedans, dans cette vie. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de faire passer, maladroitement, certes. Mais, c'est un super beau message. Et pas du tout maladroit, de mon point de vue. Non, c'est parfait. Merci. Non, moi je te remercie beaucoup Muriel, parce que d'abord c'est toi quand même qui as l'initiative de cette émission. C'est encore tout frais, hein, ça s'est passé l'été dernier et voilà, je me doute de l'émotion que tu as pu avoir. Moi je peux compléter ce que tu évoques à propos de l'isolement, du tabou et de cette sensation du tunnel de verre pilé côté spectateur, puisqu'en fait j'étais témoin de ce que tu vivais. C'était pas ma famille que ça impactait, même si ça m'impactait indirectement. Et effectivement, c'est vrai que je me suis sentie très démunie. C'est-à-dire que toi, tu t'es sentie seule, mais je crois que pour ceux qui sont autour et qui veulent aider, effectivement, il y a une espèce de désarroi ou de désemparement. En fait, je savais pas comment t'aider. Je sais pas comment les autres l'ont fait. C'était tellement énorme. C'était comme si j'avais été foudroyée avec toi. C'est difficile, quelle que soit l'intention empathique et chaleureuse qu'on veuille y mettre, d'aider comme ça à distance une famille qui vit quelque chose d'aussi difficile. Effectivement, c'est un retour que j'ai eu de beaucoup de personnes après ça. Alors, il y a des personnes évidemment qui m'ont tout de suite écrit. Personne n'a appelé. Les gens sont tous passés par texto ou par message, par mail, parce qu'ils ont bien compris qu'on n'allait pas répondre au téléphone. Que la charge émotionnelle était beaucoup trop
importante. On a peur de déranger aussi, je pense. Oui. Tu vois, on ne sait pas ce qui se passe dans la famille à ce moment-là. Ouais, On s'est retrouvé que tu avais complètement. d'autres enfants à gérer. Ça Ouais, aussi, il faudra que ouais. tu nous racontes justement comment ça s'est passé avec les frères et sœurs. Ouais. Parce que comme tu dis, il fallait que vous teniez la tête hors de l'eau, mais il y avait eux Ouais, c'est aussi ça. qui étaient petits, qui comprenaient peut-être pas. Enfin, Ouais. Mais voilà, c'est vrai que ce retour m'a été fait par la suite de gens qui m'ont pas écrit ou qui n'ont pas communiqué tout de suite. Et je m'en suis pas spécialement rendu compte. Et en fait, qui plus tard m'ont dit, ben voilà, je viens seulement maintenant te parler, je viens seulement prendre des nouvelles parce que avant, j'étais pas capable. Parce que je ne savais pas quoi te dire. J'avais l'impression que de toute façon, tout ce que j'allais dire était dérisoire. Et les gens, voilà, étaient tellement avec ça que certains ont préféré, même de ma famille proche. Hein. Un de mes frères a fait ça. Je leur en veux absolument pas parce que je comprends parfaitement que ça ait pu être compliqué pour eux. Mais effectivement, voilà, c'est beaucoup revenu. Alors, il y a ceux qui envoyaient des fleurs, il y a ceux qui envoyaient des... Je recevais, donc il y a toi, Sylvie, qui avait envoyé cette chanson, je me souviens. Il y a eu des petites attentions comme ça qui passaient pas justement par les mots, par le mental, par voilà, des petits objets, des petits cadeaux qui sont arrivés, des cagnottes qui se sont mis en place parce que il a fallu payer des obsèques, il a fallu voilà, il y avait des choses comme ça. Donc des cagnottes qui se sont montées, enfin un élan comme ça de soutien où chacun à son niveau faisait avec ce qu'il avait et avec ce qu'il était. Et ça a été très aidant, très soutenant. J'ai vraiment eu l'impression à ce moment-là d'une vague qui arrivait comme ça, et nous on était portés par cette vague d'énergie, et c'était assez incroyable parce que au-delà du désespoir qu'on ressentait, ça nous a empêchés enfin moi en tout cas, ça m'a vraiment empêché de sombrer littéralement. Ça m'a ouais, ça m'a porté, ça m'a permis d'aller un peu plus en avant. Donc voilà. Après, effectivement, en ce qui concerne les frères, quand Solal est décédé, son grand frère avait 2 ans et demi. Donc il a assisté, il l'a vu dans son cercueil, il a assisté à l'incinération, il était avec nous, il faisait le clown, nous on était tous là en larmes. Et il y avait ce petit bonhomme de 2 ans et demi qui courait partout, qui faisait l'andouille. Et il a mis beaucoup de vie. Un moment qui était très difficile. Et par contre, pour Milo, les enfants, en fait, je les ai tout de suite fait partir chez mon papa et ma belle-mère. Parce que ils ont assisté à tout. Ils m'ont vu sortir leur frère de l'eau, ils ont vu leur papa essayer de le ranimer. Ils ont vu les pompiers arriver et voilà, dès que les pompiers sont arrivés, j'ai appelé une amie, je lui ai dit « Viens me les prendre ». Et je trouvais que ça faisait assez, vraiment. Donc mon papa est venu le lendemain, ouais. Ils ont eu envie de partir, on leur a posé la question, bien évidemment. Ils ont eu envie de partir quelques jours chez leur papy et leur mamie. On leur a à chaque fois demandé ce qu'ils voulaient faire. Est-ce qu'ils voulaient assister à l'incinération? Est-ce qu'ils voulaient être là? Non. À chaque fois, ils ont pas voulu. Donc, on a respecté ça. Et les temps qui ont suivi, mon plus jeune fils parlait beaucoup de son frère. Lui, il a beaucoup verbalisé. Il avait 5 ans. Et son grand frère, lui, a complètement bouclé. Mais c'est son caractère aussi. Donc, on a passé un été où on a beaucoup bougé, on a fait beaucoup de choses. On a fêté l'anniversaire. 3 semaines après, c'était l'anniversaire de mon grand. Donc, on a quand même fait un super anniversaire. On a fait des sorties, des activités. On a vraiment bougé, vu du monde. Parce que pour nous, c'était pas question de nous enfermer dans quelque chose de morbide et de désespéré. Et nos enfants étaient là, ils avaient besoin de nous, ils avaient besoin de continuer à vivre. Donc, on a fait ça. Et puis, là où c'est devenu compliqué, c'est que les 3 dernières années, on faisait l'instruction en famille.
Et donc, suite au décès de Milo, je ne me suis pas sentie de repartir dans l'instruction en famille. Donc, j'ai rescolarisé les enfants. Et là, ça a été assez compliqué. Parce que repartir à l'école, ce n'était pas du tout ce qu'ils voulaient. Dans ce contexte-là, c'était compliqué. Et là, ça a commencé, on a commencé à avoir des crises, enfin voilà, des choses un peu moins évidentes avec les enfants. Et on a essayé d'entamer des démarches avec le CMP. Et, on attend toujours. C'est incroyablement fastidieux et compliqué. Il y a je crois que c'est hier ou avant-hier, je lisais un article qui disait qu'il y a trois régions en France qui sont en train de tester un dispositif qui permet aux enfants de 6 à 12 ans d'aller voir un psychologue libéral et que ce soit pris en charge par la sécurité sociale. Parce que je trouve ça génial et j'aimerais bien que ça passe rapidement du stade expérimental à quelques zones, à partout. Parce que pour des familles comme nous, emmener les enfants voir un psychologue libéral toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, financièrement, c'est pas possible. Donc, on est obligé de passer par le CMP. Et le CMP, c'est des délais de folie. Et voilà, on est au mois de bientôt mars. On n'a toujours pas... les sessions avec le psy n'ont toujours pas commencé, quoi. Voilà. Donc, c'est aussi quelque chose je le souligne là maintenant parce que j'y pense, ça vient comme ça. Mais il y a cet accompagnement et des parents et des enfants qui est pas toujours... Moi, je vais au CMP, pour moi, je vais voir une psychologue et pour moi, c'est pris en charge. Et je veux dire, en 2 jours, j'ai un rendez-vous. Quand je l'appelle, voilà, en 2 jours, elle me reçoit et c'est super. Mais pour mes enfants, voilà, ça fait des mois et des mois qu'on attend. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres cas, dans d'autres familles, mais voilà, je suis assez sidérée. La lenteur des choses à ce niveau-là. Donc, bon, c'est ainsi. Et en attendant, on a quand même, du coup, parce que je suis et parce que je travaille, je leur donne quand même un maximum d'outils pour que ça avance quand même pour eux. Mais voilà, j'ai mes limites. Je suis pas psy et voilà. Donc on arrive là. Moi, j'arrive un peu à mes limites de maman accompagnante. Je pense pas. Ils en ont pas pour des années de psy. Je pense voilà, quelques séances, surtout pour mon grand, pour qu'il puisse mettre des mots sur toutes les émotions qu'il a enfouies depuis le mois de juin et qu'il a beaucoup de mal à sortir. Et voilà. Je te remercie, Muriel. Si tu es d'accord, Nicole, je propose qu'on passe la parole tout de suite à Monique et Bruno pour avoir leur témoignage à eux. Ou est-ce que tu voulais réagir par rapport à ce que dit Muriel? Non, dans son témoignage, je trouve ça assez formidable parce que c'est vrai que c'est très récent. L'été dernier, c'est hier, quoi. Enfin, c'est un petit hier. Donc, le chemin parcouru, déjà, chapeau bas, félicitations. Enfin, merci. Voilà. Effectivement que l'aide, elle est toujours compliquée. Je sais que dans la région aussi, les CMP sont pris d'assaut et concernant les prises en charge des enfants, c'est toujours très long. Faut presque attendre d'avoir un cas critique, j'ai l'impression parfois, avant d'avoir une place. Enfin, donc voilà, ça doit être effectivement, ça doit sembler en tout cas extrêmement long quand on a un besoin urgent au sein de sa propre famille. Voilà. Après, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les enfants que vous avez vous ont choisi vous et l'expérience qu'ils sont à vivre. Ne perdez pas de vue que c'est leur expérience à eux dans ce qu'ils sont à vivre. C'est-à-dire que on n'est pas là pour changer l'expérience chez l'autre. C'est douloureux, c'est normal. Ils vous montrent de la crise. Moi, j'ai envie de dire, en tant que maman, la première chose que je vous conseillerais, c'est de dire, bah oui, c'est une réaction normale des enfants et ça me rassure. Ça me rassure finalement que vous soyez à pouvoir manifester un déséquilibre parce que ça fait vraiment partie des choses qui questionnent et qui amènent à l'essentiel de la vie. Donc déjà, peut-être au moins vous autoriser à placer ça, quoi, auprès d'eux. Mais ça, oui, on le fait.
on parle beaucoup, on verbalise beaucoup, toutes les émotions, voilà, on est beaucoup dans cette parole et dans cet accueil justement de ce qui doit être, quelle que soit l'intensité de ce qui sort. Mais c'est juste que je crois qu'il y a des moments où un enfant a besoin d'aller dire des choses à quelqu'un qui ne soit pas ses parents. Je crois que mon fils surtout mon fils aîné, il a peur d'aborder certaines choses, il a peur de dire, il nous protège énormément. Et voilà, c'est cet espace-là que je voudrais lui offrir, où il puisse vraiment être lui-même et lâcher des choses sans se préoccuper de maman, de papa, de nous préserver. Voilà. Tout à fait, je comprends complètement. Alors moi, j'aimerais bien entendre Monique et Bruno, parce que les circonstances du décès sont complètement différentes, l'histoire est complètement différente, et en même temps, quand j'entends le témoignage de Muriel, je me dis qu'il y a des choses où forcément vous devez vous retrouver, la douleur, l'isolement, le manque de soutien, le fait que personne ne comprend. Voilà, si vous vous en sentez capable maintenant, j'aimerais bien que vous nous racontiez ce qui s'est passé pour vous, à moins que vous préfériez que quelqu'un d'autre prenne la parole avant, c'est vraiment vous qui êtes libre. Donc, ce que je disais, c'est qu'on va confirmer un certain nombre de choses, et puis on va apporter notre expérience personnelle qui est un peu différente, effectivement, comme tu l'as dit, Sylvie. Mais pour ça, on va essayer de résumer un petit peu notre histoire, notre triste histoire, l'histoire d'Adrien. Monique et moi, on se connaît depuis qu'on a 14 ans, c'est ce qu'on expliquait à Willy tout à l'heure. On va avoir 57, donc je vous laisse calculer un peu, ça fait longtemps qu'on se connaît. Adrien, notre fils aîné, a été très désiré, donc on a fait tout ce qu'on a pu pour l'avoir, on a fini par l'avoir, et ça a été un grand bonheur quand on l'a eu. Donc on s'est aperçu très tôt, et les maîtresses aussi, parce qu'il a été vu par le RASED, le RASED a fini par conclure que c'est parce qu'il était un peu précoce, voilà. Donc, il était hors norme. Il était un peu hors norme. Il a eu son brevet avec mention très bien, il a eu son bac avec mention très bien. Il a été grand classé, donc il a choisi son école. Ce sont les écoles qui sont venues chercher. Oui, donc bon, il a choisi son école, il a passé le concours ni quoi que ce soit, et il a choisi d'aller à l'Estaca à Laval. Alors, pour Laval, on habite à Paris, c'est parce qu'on a une maison en Mayenne et que ça a facilité le rapprochement. Seulement, il se trouve que dès son intégration dans l'école, ça s'est mal passé. Il y a ces fameux week-ends d'intégration, là. Il est revenu, il nous a dit « J'ai eu l'impression d'être à un dîner de cons, d'être l'invité d'un dîner de cons ». Voilà, donc ces week-ends d'intégration, c'est une beuverie, c'est vraiment un truc du monde. Le fils, il était... grand sportif. C'était un sportif, il sortait pas le soir. Il avait sa petite amie, il allait chez sa petite amie, chez les parents de sa petite amie, ou sa petite amie venait chez nous. Enfin bon, ils n'allaient pas en boîte, ils n'avaient pas une vie en sachant, voilà, et en sachant que la petite amie d'Adrien était le même profil qu'Adrien, donc une fille très bien au bac aussi. Mention très bien. Elle a réussi sa première année de médecine sans prépa du premier coup. Là, actuellement, elle est en 4e année. Et ils avaient exactement les mêmes goûts. Ils aimaient cuisiner, ils aimaient bricoler. Le souci, c'est que Adrien dérangeait de par sa très très grande gentillesse, parce qu'il rendait service à tout le monde. Et c'était surtout par sa très grande intelligence, mais il se mettait tout le temps au niveau des autres. C'est-à-dire que ses deux meilleurs amis, un est boucher, il a un CAP de boucher, et le deuxième répare des escalators et des ascenseurs. Donc, si vous voulez, lui, il recherchait pas, il recherchait tout simplement les personnes simples, honnêtes, respectueuses, et qui partageait des passions avec lui. Et il aimait donner et transmettre un savoir. Et ça a beaucoup dérangé dans cette école.
Bon, donc voilà, je vous ai parlé du week-end d'intégration, ça s'est mal passé. Et puis, bon an, mal an, il a continué. Il avait des très bonnes notes, ça se passait très bien. Il a passé sa première année, il a eu sa première année du premier coup. Sa deuxième année s'est beaucoup moins bien passé sur la fin, puisque le 3 avril, il y a eu une sortie où il y a eu une bagarre entre étudiants, entre un autre étudiant et lui. Il s'est fait casser la figure. Notre fils s'est fait casser la figure parce que bon, c'était pas un boxeur dans l'âme. Bon, il a été aux urgences à l'hôpital, il s'est fait recoudre. Le lendemain, le matin, il était en cours. Et le lendemain matin, il a reçu un SMS d'un de ses copains qui lui disait « T'as vu ta voiture ?» et qui lui envoyait une photo de sa voiture qui était complètement cassée. Voilà, il avait récupéré une petite voiture qu'on lui avait donnée. Et toutes les vitres étaient cassées, les phares, les portières enfoncées, les rétroviseurs défoncés, enfin, voilà. Donc, notre fils a été porté plainte sur notre recommandation. Il a été au commissariat porté plainte. Et à partir de là, je pense que ça s'est très mal passé. Tout le reste de l'école, qui l'appréciait peut-être pas forcément déjà beaucoup, il était déjà un petit peu isolé. Il avait qu'un seul ami. Mais tout le reste de l'école l'a pris en grippe, au point qu'il était dans une association où il avait la possibilité de réparer une voiture. Il avait une vieille voiture que sa marraine lui avait donnée, une vieille Golf, qui retapait, et il avait complètement désossé, mais alors complètement, il n'y avait plus de moteur, il n'y avait plus de volant, il n'y avait vraiment plus rien, il n'y avait plus que la carrosserie, et toutes les pièces étaient rangées vraiment. Et on lui a dit, bah voilà, il faut que tu dégages ta voiture avant ce soir, avant 8 heures, c'est ça. Donc ils l'ont mis à la porte. Alors, on lui a dit, tu as 3 heures pour dégager ta voiture. Voilà, donc heureusement que nous, on habitait pas loin. Et heureusement que nous avons été, quand il s'est fait casser la figure, qu'on a été sur place pour le soutenir. Et que heureusement que mon épouse est restée quelques jours avec lui pour l'accompagner. Parce qu'il s'est retrouvé tout seul à devoir dégager une voiture qui était en pièces détachées complètement. Et ça, en 3 heures. On demandait à un mécanicien s'il peut remonter votre voiture quand il a enlevé le moteur. En cherchant tout un tas de prétextes, des prétextes complètement bidons, comme il n'avait pas respecté le règlement. Enfin, bon, tout avait été bien fait en bonne et due forme. Il était tout à jour. Tous les arguments sont tombés. Alors, ils ont même été jusqu'à le traiter de voleur en lui disant qu'il avait volé du papier essuie-tout, parce qu'une fois, il y avait un peu d'huile qui était tombée sur le sol, et il avait pris du papier essuie-tout pour nettoyer l'huile. Vraiment des trucs, mais ignobles. Et donc, il faut savoir qu'Adrien je me souviens en primaire, un maître m'avait dit, j'ai jamais rencontré un élève comme votre fils, parce qu'en général, quand ils sont brillants dans une matière, dans une deuxième matière, mais ils sont pas brillants partout. Adrien, il excellait en sport, il excellait dans les études. Il était brillant dans les langues, il connaissait la musique, pas que de sa génération, aussi bien le grand classique, il faisait du piano, il faisait de la guitare, n'en parlons pas, il avait une logique implacable, et donc, si vous voulez, moi, quand ils l'ont éjecté, moi j'étais présente, et ils tournaient tous autour de lui comme des rapaces. Ils le regardaient. Non, le groupe, ils avaient pitié de lui. Ils n'osaient même pas le regarder, alors que les deux meneurs faisaient le coq en pâte. Ils m'ont refusé de me prêter des sangles pour attacher la voiture sur le grand plateau. Et je termine juste ça, parce que c'est le moment le plus important. C'est à partir de là qu'il a décidé qu'il nous quitterait. Et là-dessus, je me suis un peu fâchée, et un jeune est venu, nous a prêté des sangles. Et à un moment donné, je dis, mais
il est où Adrien? Et là, le jeune me répond, je ne sais pas ce qu'ils veulent à Adrien. Ils sont en train de le traiter de voleur alors qu'il aide tout le monde et qu'il est très gentil. Et quand j'ai récupéré mon fils dans la voiture, le premier mot qu'il m'a dit, il m'a dit, maman, je veux mourir. Et il avait les larmes qui larmoyaient. Et je lui ai dit, Adrien, tu ne vas pas mourir pour des coups. Adrien, ça c'était le 8 avril 2015. À partir de ce moment-là, toute l'école a fermé la porte. Le directeur, le grand directeur au-dessus, le grand Manitou aussi, ils ont été prévenus. On m'a même répondu, il va quand même pas se suicider, c'est de l'enfantillage. Oui, parce que nous, on avisait l'école du mal-être de notre fils et qu'on ne comprenait pas pourquoi on l'avait chassé de cet endroit, enfin de cette association. Il n'y avait pas de raison valable. Donc, mais il nous disait, il faut qu'il fasse dos rond, machin, ceci, cela. Alors évidemment, on nous a proposé de le changer d'école, de le mettre sur l'école de Paris. Vous voyez. Et donc, à partir de ce jour-là, tout le groupe, toute sa promo lui a tourné le dos parce qu'il avait trahi l'école, il avait dit ce qui s'était passé, il avait porté plainte. Et donc, les travails de groupe exclus. Et il a fait son adieu. Il y avait évidemment, avec les problèmes avec sa voiture et tout ça, il a pris un peu de retard, il a loupé quelques cours. Et quand il a été chez ceux qui pensaient être ses copains, pour voir s'il pouvait récupérer les cours, les autres lui ont dit, oh bah non, c'est bon, bosser avec toi, enfin voilà quoi. Donc, il avait un travail à remettre, un travail de groupe à remettre, les autres ont dit non, non dessus, etc. Enfin, ça a été. Et quand il y avait des soirées organisées, on lui disait t'as pas intérêt de venir, hein, parce que de toute façon tu finiras tout seul. Voilà. Et donc on l'a harcelé, bon là on est dans la partie. Bon, nous, on l'a accompagné, on a vraiment essayé de l'accompagner, hein, au point qu'on a décidé de se rapprocher de lui. Donc, on avait mis notre maison parisienne en vente pour aller habiter. Bon, moi, je suis à la retraite, donc pour moi, c'était facile. Mon épouse est retraitable aussi, donc elle était restée ici pour vendre la maison. Une fois la maison vendue, elle prenait sa retraite, elle me rejoignait et on vivait tous ensemble. Parce que notre petit dernier a été scolarisé donc, en septembre 2015 à Laval. Il a été scolarisé à Laval. Et son grand frère Laurent. Non, le frère du milieu. Le frère Adrien, il est né. Il y a Adrien. Il y a Laurent 2 ans après, et il y a Cyril 2 ans et demi après Laurent. Donc Laurent, lui, a commencé ses études à Lille. Donc voilà, on va vivre là-bas, et puis on sera plus proche de lui, on ne laisse pas tomber. Et le 2 octobre, c'était un vendredi, je me rappelle, donc j'ai été chercher Cyril à l'école. Et j'ai vu mon fils Adrien aussi. Bon, je l'ai laissé le soir parce qu'on devait le voir. On avait rendez-vous le lendemain. On devait venir le 3 octobre, dormir chez lui. Une course en vélo, enfin un circuit en vélo ensemble dans un groupe comme on avait fait 15 jours avant. Et bon, en partant, bon, ça s'est passé normalement. Je lui ai dit au revoir. Bon, il tenait à ce que je reste manger, mais moi, bon, j'ai préféré rentrer plutôt. Enfin, bon, bref. Que le lendemain, quand je suis arrivé, voilà, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème parce que il y avait un appartement, un duplex, et avec une terrasse, un jardin. Une petite terrasse et une fenêtre, une grande fenêtre avec un store, un volet roulant.
une porte-fenêtre avec un volet roulant, et le volet roulant a été fermé, et j'ai jamais vu le volet roulant fermé chez lui. Donc, bon, avant de partir, on avait essayé de le joindre au téléphone, et j'ai demandé à Cyril, qui était avec moi dans la voiture, de l'appeler, et on lui a envoyé des SMS et tout, il n'a pas répondu pendant tout le trajet. Donc en arrivant, j'ai vu ça, j'ai vu la porte fermée, sa porte a été fermée à clé aussi, bien entendu. Et là, j'ai compris il se passait quelque chose. C'était vraiment pas normal. Et compte de malchance, j'avais pas pris les clés de son appartement, tellement sûr qu'il était là, j'avais pas pris les clés avec moi. Donc là, on est retourné, Cyril et moi, sommes retournés à notre maison, qui a une quarantaine de kilomètres. Hein. Je sais pas, j'ai pas vu en combien de temps je l'ai fait, mais j'ai pas roulé au-dessus de 160. Quoi. Ça a été vraiment. Enfin, on n'a pas arrêté d'essayer de l'appeler pendant tout ce temps-là. Et quand je suis arrivé, que j'ai ouvert la porte, j'ai retrouvé mon fils. Et, je ne sais pas si vous avez vu le téléfilm de Nora Fraisse, là. Enfin, j'ai retrouvé mon fils comme elle a retrouvé sa fille, quoi. Exactement dans les mêmes conditions. Et en voyant le téléfilm, j'ai revécu exactement ce que j'avais vécu à ce moment-là. Voilà, donc en parallèle, mon mari m'appelait. Et moi, Adrien, je savais qu'il voulait mourir. Il me l'avait dit. Je pense que dans la famille, j'étais la seule à être consciente qu'Adrien allait passer à l'acte. J'ai prévenu son frère Laurent qui devait l'aider, qu'il était tout le temps seul, qu'il ne fallait pas le laisser parce que Laurent, donc mon deuxième enfant, c'est un jeune qui a beaucoup, beaucoup d'amis. Alors qu'Adrien, il avait que ses 2 amis d'enfance. C'est des amis qui ils ont réussi à retaper, pour vous dire. Je sais que ça aurait été le parrain de ses enfants, c'était des amis à vie. Et donc, je demandais à Laurent de s'occuper de son grand frère, alors que ça devrait être le nord. Mais Adrien cachait tout derrière un beau sourire. Et il n'y a qu'à moi qui disais « Maman, je ne terminerai pas l'année. Maman, je déteste ma vie. Maman, je n'ai rien à faire. » Il nous disait plein de petits messages subliminaux comme ça. Bon, suite à ces problèmes qu'il a eu, la bagarre, sa voiture cassée, on l'a déménagé après. Donc, il a abordé l'année, la rentrée 2015-2016 dans un nouvel appartement. Donc, on lui a fait visiter. On a trouvé juste à côté de son école, mais vraiment. 3 minutes. Comme on savait qu'il était seul, au moins il pouvait rentrer. Quand voilà, il avait une heure il rentrait, de pause, il mangeait chez lui. Plutôt qu'il soit seul sur un banc. Et quand on a visité le logement, il m'a regardé. Il a vu que c'était un duplex, il a dit au moins je pourrais m'y pendre. Au moins je pourrais m'y pendre. Bon. Alors évidemment, on relève à chaque fois, mais il tournait ça à la plaisanterie. Il nous a dit mais non, je déconne. Je déconne. Voilà. T'inquiète pas, maman. Mais non. Et moi, je me souviens un jour lui avoir dit, tu sais, j'ai perdu mon cousin d'un accident, il avait 29 ans, d'un accident de travail. Et mon parrain ne s'est jamais relevé du décès de son fils. Et quand il m'a dit « Maman, je veux mourir », et je savais qu'il était sérieux, je lui ai dit « Adrien, tu vois comme Jean-Pierre, il est détruit, comment la famille est détruite ?» Je lui ai dit « Tu ne peux pas nous faire ça ». Et il m'a dit « Non, non, t'inquiète pas. Moi, je l'ai vu la dernière fois le 27 septembre 2015. Il était venu faire… il avait rallié Laval, Paris en vélo. Il s'était fait 256 km seul. Et je l'ai récupéré dans le 78. On a bouclé 77. Et le lendemain matin, quand il s'est levé, il tremblait. C'était une feuille, comme s'il y avait un grand vent. C'était une feuille. Et je lui ai dit, Adrien, il faut aller voir un psychiatre, il faut aller voir quelqu'un, tu ne peux pas continuer comme ça. Et il m'a répondu, non, maman, de toute façon, c'est trop tard. Donc, Adrien a fait son choix. Il nous a fait une lettre pleine d'amour.
On a retrouvé une autre lettre aussi qui était datée du 9 octobre non, du 9 avril. du 9 avril 2015. Dans la première lettre à ses pieds, elle a été saisie par les flics, enquête de police, procureur. Adrien, je résume, hein, on fait vite. Adrien s'est suicidé à cause de ses parents parce qu'il divorçait, parce qu'il ne s'entendrait pas avec son petit frère, et parce que les parents n'ont pas d'argent. Alors, le témoignage de 11 élèves, dont le directeur de l'école de l'Estaca, qui ne connaissait même pas Adrien parce qu'il l'a appelé Arthur. Quand on nous a donné le résultat du procès, on m'a dit non, non, c'est pas suffisant. Nous, on a donné 5 noms. Alors, il n'y a pas eu de procès, il y a eu une enquête. En fait, le procureur a ordonné une enquête parce que dans sa lettre, il a terminé sa lettre en disant « Je déteste les Estacas et ses élèves ». Ça a été vraiment ces derniers mots. Avec tout mon amour, Adrien Gorgé. Voilà. Adrien, quand il est parti, c'était quelqu'un qui était un mélomane hors pair. Et je me suis rendu compte qu'Adrien me passait des messages à travers une musique. C'est la musique qui m'a fait écouter. Tout le mois d'avril, quand il a été harcelé, Wimbo, je sais pas, une chanson, je ne sais pas le dire, je l'écoute tous les jours avec lui au cimetière. Je ne sais toujours pas le dire, hein. Excusez-moi, je ne sais pas dire de mots d'anglais. Et donc, je me suis rendu compte que je sentais des choses. Et le 8 janvier, en présence d'amis à nous, j'ai dit, je ne crois plus au bon Dieu, je ne crois plus au ce monde parallèle, parce qu'Adrien, ça depuis novembre-décembre, je n'ai pas senti, je n'ai rien senti. Et je lui dis, je ne crois plus du tout au bon Dieu, il faut qu'on arrête ces conneries, on est en train de me mener en bateau. Je lui dis, moi, mon fils, il est mort, c'est bon, ça, je veux justice, parce que je ne lâcherai pas le morceau, je veux justice, et je veux qu'on parle du harcèlement dans ces grandes écoles, qu'on taise, qu'on terre totalement. Ça, c'est mon combat. Et je suis allée voir Adrien, je lui ai dit, ben non Adrien, si tu ne me donnes pas le prénom de quelqu'un que toi seul tu connais, que c'est pas sur mon Facebook, moi je te croirai plus, je viendrai plus jamais. Et cette femme, la première phrase qu'elle est dite, il y a Adrien. Je reconnais qu'il y a vraiment, dans ces moments-là, on essaye vraiment de s'accrocher à tout ce qui peut passer. Et le suicide, c'est ce que nous a dit un psychiatre d'ailleurs, c'est pratiquement la pire des choses que vous puissiez vivre. Parce que je me dis que le 2 novembre, si j'étais resté avec lui, le 2 octobre, si j'étais resté avec lui, ça ne se serait pas passé. Parce que si tout l'amour que j'ai pour lui, je lui avais dit, il n'aurait peut-être pas fait ça. Enfin, il y a beaucoup de choses. Si vous voulez, nous, ce qui est horrible, c'est qu'on a une grosse part de culpabilité. Ouais. Parce qu'Adrien était très intelligent. Adrien, il nous l'a dit. Il nous l'a répété. Il m'a dit, maman, je ne veux pas retourner en septembre dans cette école. Il m'a dit, maman, je veux aller travailler. Et moi, je lui ai dit, Adrien, intelligent comme tu es, moi, mon fils, je culpabiliserai toute ma vie. Tous les jours, je le dis. Pour avoir passé du temps avec Bruno, Monique et puis la famille. Il n'y en a qu'un, l'autre, il a Lille. C'est des personnes que tout ce qui a été dit, je l'ai déjà entendu. Et effectivement, c'est une belle histoire aussi. Donc, j'ai rien oublié. Ça, c'est clair, jusqu'aux dates. L'idée, c'est que je pense que tu as tout à fait raison, Nicole, sauf qu'il y a quelque chose qui est toujours difficile dans le souci de justice. C'est-à-dire que même elle doit t'en parler, elle le ressent aussi, la colère de Adrien, tu m'en as parlé, par rapport au fait quand même que la justice n'est pas là. Et elle porte doublement la colère aussi, je dirais, de son fils, quelque part, parce qu'un suicide, c'est une vengeance, quelque part, même si elle est subie, on est d'accord, elle n'est pas assumée, c'est pas se venger des autres, c'est se venger sur soi-même. Donc en fait, finalement, c'est la violence qu'on retourne contre soi. Donc c'est une fuite, quelque part.
Et en même temps, ça laisse bien présent aussi ce sentiment de vengeance. Donc, c'est très délicat pour la personne qui doit le porter. Ensuite, que ce soit ses parents, ses proches. Ouais, je vais le faire simple. En gros, s'il n'y a pas des élèves ou une école qui est condamnée, ça veut dire que toute la faute nous revient à nous, quoi. Voilà, alors que pourtant, vraiment, on l'a élevé dans l'amour. Dans l'amour, le respect. Puis au-delà de ça, dans le sens, il y a une notion avec les valeurs. Nos enfants, on les aime. Son cheval de bataille, c'était le respect. Et moi, j'estime que si maintenant il est mort à cause d'eux et que ça ne soit pas reconnu, comment voulez-vous vivre? Sa dernière page, ça a été « J'ai tout fait pour me faire des amis, mais je ne suis pas fait pour cette vie. » C'est-à-dire que, Sylvie, tu parlais du silence, finalement, par rapport à ses parents, mais effectivement, quand on parle de harcèlement et on parle d'isolement, c'est l'exclusion du groupe. C'est-à-dire que sortir du silence, on conseille toujours d'en parler à quelqu'un de confiance, donc forcément, la première personne à qui on pense, c'est les parents. Mais sortir du silence, ça va bien au-delà, c'est-à-dire qu'il y a une manière, il y a se confier, il y a chercher des témoins. Eux-mêmes, c'est tout le travail qu'ils ont fait. Et Dieu sait que quand il y a la justice qui s'en mêle, tu es obligé, de toute façon. Et c'est la grande difficulté, parce que quand on parle d'un tabou pareil, c'est très difficile de trouver des personnes pour témoigner. Donc surtout déjà, dans les grandes écoles. Voilà. Et puis après, libérer la parole dans une école où justement, il était quand même apparemment le bouc émissaire, le bisu depuis les week-ends d'intégration, le bisu, on aimait bien bisuter parce qu'il était un peu le plus brillant et qu'il avait déjà fait ses preuves par rapport à un métier où c'est pas facile de faire ses preuves. Normalement, il y a une notion de chercheur et tout ça. Lui, il était déjà en avance. Il avait déjà réussi à prouver plein de choses à des grands directeurs, etc. Il avait fait ses preuves déjà. Il était brillant et accompli déjà en cours d'accomplissement. Donc, il s'est attiré beaucoup de jalousie malgré lui, alors que c'était quelqu'un qui était doué d'une compassion exceptionnelle. Et sa compassion, c'est devenu finalement, ça l'a transformé en passoire, parce que quelque part, la compassion, ça renvoie au dépassement de soi. La confiance, c'est un équilibre. Moi, je pars toujours de ce principe-là, c'est-à-dire qu'une victime, elle n'est pas faite pour se victimiser. Si on la victimise, c'est que quelque part, on trahit sa confiance. Il y a un moment donné, lui, il avait parlé à ses parents, mais on le victimisait encore et encore et encore dans son école. Donc, en fait, il n'a pas pu se libérer complètement de ses chaînes de victime jusqu'à carrément qu'elle pèse trop lourd, en fait. Et c'est souvent, pour avoir suivi d'autres familles, hein, si je suis présent avec eux, et Dieu sait que c'est des personnes merveilleuses, non. Ça, il veut manger de ma midi encore. Pourquoi il reste de la raclette? Sur le cahier. Non, mais c'est vraiment assez sincère. Et puis au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même fréquenté du coup beaucoup de familles d'enfants familles d'enfants qui sont plus là. Et je sais que les drames qui sont liés à l'enfance, c'est particulièrement difficile parce qu'en plus, on nous renvoie à notre parentalité très fortement. Plus ils sont jeunes, plus et Muriel, tu en as parlé aussi, je trouve ça autant affligeant que peut-être compréhensible, mais il y a un moment donné, c'est très dur de se dire qu'on va affronter ces choses-là seul. Et puis, comme je disais, quand il y a la justice au milieu, à un tel point, parce que quand même, là, on est vraiment... après, on ne va pas faire la justice à la place de la justice, on n'est pas là pour ça. Mais il y a un moment donné, quand on doit porter en plus cette notion-là de se dire, voilà, c'est pas un suicide qu'il a vraiment assumé, en tout cas dans le sens où c'était pas quitter quelque chose, une déprime réellement. Moi, je considère qu'une déprime, c'est une dépression, c'est quelque chose où vraiment, voilà, tu t'en veux à toi-même. Lui, il n'avait pas à s'en vouloir. Il était vraiment dans une fuite et il fuyait des gens. Donc c'est d'autant plus dur parce que quelque part, ça laisse ce sentiment de vengeance. Et puis quand on a d'autres enfants, à qui on doit expliquer aussi ça. Et puis eux-mêmes doivent trouver des explications par eux-mêmes. Hein. Ils ne sont pas bêtes, hein, les frères d'Adrien, bien sûr. Mais il y a un moment donné, c'est pour la famille se reconstruire et se dire on a des réponses à tout ça.
c'est très dur. Et en même temps, il y a le côté, ça nous tient. Et c'est pour ça que Muriel c'est quelqu'un. Muriel, tu parlais de toute l'importance d'être entouré, et toi, tu parlais de toute l'importance finalement de trouver des réponses. C'est là que je pense que vous vous rejoignez beaucoup. Parce qu'il y a un moment donné, même si les réponses ne viennent pas forcément des personnes auxquelles on s'attend, Muriel, tu parlais de gestes, d'attention, toi tu parles de médiumnie, quelque part il y a un souci d'être entouré de quelque chose de bienveillant. C'est la même chose, quoi. Et la bienveillance, elle peut s'exprimer de plein de manières. Il ne faut pas en avoir peur. Après, bon, on évoquait aussi la superstition, et Nicole, tu en parlais, il y a des gens aussi qui réagissent avec une peur un peu constante de la mort. C'est pas non plus une solution, on est d'accord, hein, c'est clair. Après, chacun a sa manière effectivement aussi de vivre cette découverte, accueillir. Moi, j'aime bien ce terme parce que pour moi, c'est vraiment ça. Il y a une notion d'accueillir une mémoire, accueillir aussi du coup quelque part une vie, parce que porter la mémoire de quelqu'un, c'est aussi accueillir pleinement sa vie. Et puis, comme on dit tout le temps, moi, c'est un proverbe qui me reste tout le temps en tête. Nul ne peut chanter le retour sans avoir connu l'absence. Et là, je pense à toi, Sylvie, qui t'exprime en chanson par rapport à Muriel. Et puis, forcément, tu sais qu'on est très raccord là-dessus. Parce que moi, ça a été aussi ma manière d'exprimer souvent à des personnes dans le deuil. Mathéo. Mathéo, qui est le petit rouquin de... Ah, vous le savez, hein, tout, hein, mais voilà, de Bourg-Saint-Maurice qui a mis fin à ses jours à présent. C'est de dépasser une émotion pour rentrer dans un partage. Moi, je me permets, ce qui est aussi très, très dur pour nous, c'est qu'il faut savoir qu'Adrien était étudiant, donc une école privée payante. Adrien avait fait des prêts étudiants. Bien entendu, les prêts suicides, c'est pas remboursé. Donc, faire le deuil, il faut aussi savoir que nous, tous les mois, on paye des études à un enfant qui est en cendres, alors que d'autres sont en train d'être bientôt ingénieurs. Ensuite, il y a d'autres aspects, c'est que comme il y avait un prêt, eh ben, il y a héritage. Héritage veut dire quoi? Il faut passer devant un notaire. Et devant un notaire, ça veut dire quoi? Ah, on a un enfant mineur. Ça veut dire quoi? Juge des tutelles, greffe du tribunal, mais pas dans les mêmes régions. Une dans le 77, une dans le 53. Ça va bientôt faire... Un an et demi de démarche. Un an et demi de démarche, on n'est toujours pas encore passé... Et puis après, vous avez les organismes bancaires d'Adrien qui vous payent, qui vous prennent de l'argent. L'EDF, l'eau, enfin tout, en fait. Et on se retrouve, si vous voulez, on ne peut jamais dire ça y est. On ferme une page et on essaye de faire autre chose. Voyez, et ça, c'est dur. Je comprends, Monique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense que maintenant, se défaire de cette culpabilité, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Il y a tellement d'autres émotions qui vous traversent que l'heure n'est pas à cela, en fait. Mais je vous invitais simplement tout à l'heure à vous dire que demain, vous savez pas. Peut-être que demain, quand tout ça sera réglé, fini, il y a quelque chose d'autre qui se proposera. Puis vous avez ajouté quelque chose que je trouve important. Vous avez témoigné d'Adrien qui vous disait « Je ne suis pas fait pour ce monde ». Et je trouve qu'effectivement, cette compassion dont parlait si bien Willy juste avant, dont il débordait énormément, bah c'est sûrement ce qui faisait qu'il était effectivement pas fait pour ce monde, dans le sens où pour lui, justement, ce monde, il est trop dur, trop douloureux, trop... comme s'il était poreux finalement à ce monde et qui se faisait détruire avec le déséquilibre que ce monde est. Parce qu'il est complètement fou, ce monde. Enfin, on ne va pas se raconter d'histoire. Et je crois que de ce que vous témoignez, en tout cas d'Adrien, moi, c'est ça que j'entends aussi, qu'effectivement, c'est un être qui était tellement dans la compassion qu'il ne pouvait qu'être touché de ce comportement de pure folie et de l'entourage d'études où il était. Mais si ça avait été plus tard, ça aurait peut-être été professionnellement, que ça aurait été difficile, etc. Et donc, le choix qu'il a fait, qui je pense pour moi ne doit pas être jugé,
mais accueilli, eh bien, On l'a plus jamais tard, jugé, parfois. j'en ai jamais voulu. Oui, bien sûr, je sais bien, mais la colère dans laquelle vous êtes ou la culpabilité, c'est surtout la culpabilité que je trouve terrible Non, en fait, on parce n'est pas colère. On n'est pas colère, je suis colère culpabilité, après. Genre, je suis colère après les jeunes oui, quand ils lui ont fait baisser les yeux. Et ça, je oui. ne pourrais jamais le nier. Mais par contre, cette culpabilité de rien avoir, de ne pas l'avoir aidé alors qu'il n'arrêtait pas de dire SOS papa, SOS papa. Mm. En tout cas, Moi qui ai acheté le stand dans la voiture. mais c'était pas fait pour ça. Non. Donc, il n'y a pas à culpabiliser de ça parce que c'est un usage détourné. Moi, j'avais envie de vous partager un petit texte qui est vraiment pas long, mais que j'ai découvert un peu par hasard il y a 7 ans, donc pas longtemps après la mort de Solal. Et ce texte m'a toujours accompagnée depuis. Et il s'adresse vraiment à toutes les personnes qui ont perdu un enfant. Donc, je veux bien vous le lire parce qu'il est vraiment très beau et plein d'espoir. Écoutez, moi, je suis en admiration sur votre courage, sur tout ce que vous avez fait pendant les vacances, que vous continuez. Moi, je suis pas capable. Le 24 décembre au soir, on est allé au restaurant parce que j'ai pas pu faire Noël à la maison cette année. L'année d'avant, on était en famille. Mais moi, vous êtes un bel exemple parce que voilà. Merci. Chacun a son parcours, Monique. T'as pas à te juger, t'es pas plus, t'es pas moins. C'est le chemin de Muriel, c'est ton chemin. Non, mais on peut être admirative et dire. C'est beaucoup de compassion, quoi, parce que on sait ce que c'est que de perdre un enfant, alors on perd deux. Voilà, quoi, Ben, c'est peut-être pour ça en fait que je sentais qu'il fallait que je vous rassemble, même si les histoires étaient très différentes et que finalement l'histoire de Muriel avait rien à voir avec le harcèlement. Je savais pas pourquoi, mais ça me disait mets-les ensemble. Et c'était peut-être ça. Alors, je vous laisse ouvrir vos oreilles et votre cœur. Surtout celle du cœur. Oui, ouais, je pense. C'est ce que je dis toujours aux enfants avant de raconter l'histoire. Ça s'appelle « Je te veux vivante ». Je pleure mon enfant qui est mort. Mais en même temps, j'entends sa voix qui me dit avec une légère impatience « Maman, ne te tracasse pas pour moi. Maman, n'en reste pas là. Oui, mon départ t'a fait très mal. Oui, tu as toujours très mal. Mais tu sais maintenant que c'est un envol, non un effondrement. Oui, je sais, cela est inguérissable. Mais que cela ne t'empêche pas de penser aux autres et aussi à toi. Continue à accueillir, maman, tous les bonheurs de la vie, même les plus petits, même s'ils ont un arrière-goût de cendre parfois. Fais-toi plaisir, chante, écoute de la musique, crée quelque chose avec tes mains, crée quelque chose avec ton cœur, sans cesser de pleurer peut-être, mais crée. Je te veux vivante, maman, que mon départ soit pour toi source de vie. Je t'en prie, ne t'abandonne pas, continue, va, tu le sais, je suis avec toi tous les jours. Je te veux vivante, maman. Voilà. C'est un auteur anonyme. Je sais pas de qui c'est. Mais merci Muriel. Ouais, merci Muriel. Merci à l'auteur anonyme. C'est magnifique. Et je vous ai trouvé tous très 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 poignants à écouter et très authentiques aussi dans tout ce que vous avez partagé et très dignes. C'est vrai que ça aurait vite pu partir dans l'émotion tous azimuts, que ça soit la colère, que ça soit effectivement le désir de réparation, que ça soit le chagrin. Et vous avez parlé de vos histoires de vie qui sont quand même assez exceptionnellement difficiles, avec beaucoup de liberté et de dignité en même temps. Enfin voilà, moi c'est les mots qui me viennent et je vous remercie pour ce moment. Je crois que c'est presque une des émissions d'anthologie de la chaîne. C'était très très beau de partager ça avec vous. Du coup, je sais pas si on réussira à faire encore mieux si on refait un direct ou si on va diffuser celle-là. On en parlera après. Mais voilà, je vous remercie d'avoir eu le courage de
partager tout ça. Et puis, je vais laisser la parole à Nicole puisqu'elle est revenue. Comme ça. Est-ce que, voilà, Essayez de maintenant faire que tu es totalement reconnectée, bien qu'à mon avis, tu l'aies toujours été, est-ce que tu veux nous dire un petit mot de la fin encore? Un petit mot de la fin, moi, ce que je disais pour tout à l'heure pour Muriel, voilà, de continuer de cheminer et de se laisser porter aussi, d'accepter les émotions, tout ça, parce que je pense qu'elle est en bon chemin et de sentir le vivant et voilà, je suis sûre que tes deux petits garçons, c'est deux âmes qui sont toujours là et c'est important de les faire vivre dans ton quotidien. Le témoignage de Monique est similaire d'ailleurs, où elle fait vivre Adrien à sa façon, avec ses contacts et je trouve ça juste super et magnifique et très à sa place finalement. Je vois que Bruno chemine d'une autre façon. La seule chose que je trouve douloureuse à vous écouter, c'est cette fameuse culpabilité dont j'ai parlé, parce que je comprends dans la mesure où là, c'est pas clos, c'est pas fini, tout amène en permanence à repenser à cette histoire, du comment ça s'est passé, et à la fois, vous qui connaissez si bien Adrien, cette phrase de « je suis pas fait pour ce monde » où elle me parle, mais alors si vous saviez comment elle me parle, de sentir que il est venu, il a expliqué d'une autre façon que sans corps, on existe. Voilà ce qu'il dit finalement. Que oui, son diplôme, je pense que vous pouvez sabrer le champagne d'ores et déjà, parce que il est déjà en train de faire ce qu'il savait devoir faire finalement, et que il est venu dans votre histoire de vie peut-être pour vous ouvrir à une autre perspective, à une autre définition de ce qu'est la vie, tout simplement. Et quand on parle de Dieu, Bruno, tu disais juste avant que si un Dieu devait exister, il n'aurait pas permis cela. Dieu ne connaît rien aux histoires des hommes, parce que Dieu, il connaît même pas l'histoire de la séparation potentielle dans laquelle nous, on se croit être. J'en veux pour preuve que là, par exemple, je suis sur Nantes, en France. Sylvie est au Luxembourg, si je ne m'abuse. Vous êtes dans la région parisienne. Muriel, je ne sais pas où tu es, mais dans le sud-ouest, voilà. Donc, on est encore en train de se promener en France. Et donc, ça nous laisse l'illusion qu'on n'est pas ensemble et qu'on a besoin de se connecter via un lien en gouttes, tout ça, pour se retrouver ce soir, par exemple. Donc ça, nous, on est dans une croyance de séparation. Et c'est cette croyance de séparation qui amène à toute cette souffrance dont on parle là ce soir. Quand on parle de Dieu, on fait appel à l'unité, on fait appel à la source, on fait appel à ce qui est toujours, à ce que nous sommes tous toujours. Et ce que je trouve assez fort dans le témoignage que vous donnez d'Adrien, c'est que c'est un garçon de cette compassion qui baignait dans l'amour, dont moi je peux vous parler de souvenirs et que je suis en train de revivre en conscience aujourd'hui. On est l'amour. C'est pas quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. On l'est. Quand on rejoue l'amour avec quelqu'un, quand on apprécie quelqu'un ou quelque chose ou un lieu, on se reconnecte à soi. Mais le soi avec un S majuscule. Et la différence avec le petit soi séparé, qu'on appelle ce soir Willy, Monique, Bruno, Muriel, Sylvie, Nicole et Adrien, Al, etc., eh bien ce sont des petits soi qui se laissent croire à des séparations possibles. Alors que là où on baigne, ce que l'on est vraiment, quand je dis on baigne, parce qu'on est vraiment dedans, totalement, bien au-delà, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de couleurs différentes, comme s'il n'y avait que du blanc, vous voyez. Eh bien, ça, c'est l'unité. C'est ce que vous avez posé comme mot en disant Dieu. Et ça peut sembler bizarre parce que c'est concomitant, ça a lieu ensemble et à la fois, ça ne raconte pas du tout la même chose. Mais c'est ça, en fait, être. Et quand on touche ça du doigt, et je sais que vous savez toucher ça du doigt régulièrement quand vous pensez avec beaucoup d'amour à tous les êtres que vous aimez, eh bien, ça y est, vous vous reconnectez à ce que vous êtes. C'est pour ça que ça vous fait tant de bien. Et si là, vous souffrez, si vous êtes en douleur, c'est justement parce que vous laissez croire à une séparation possible. Et c'est ça que moi, je vous souhaite de guérir, entre guillemets, parce que c'est au niveau de l'état d'esprit dans lequel on est. Si je crois à la séparation, je suis dans la souffrance, mais si je me connecte à cet amour, paf, ça y est, il y a quelque chose de beaucoup plus doux qui se propose. Ah, je sens qu'Apollinaire va nous parler.
Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas si Apollinaire va nous parler, mais... Non. C'est pas Apollinaire. D'accord. Non, c'est parce que c'est encore un autre travail qui m'a donné mon gamin. Ah ouais, ça ne surprend pas. Il vous ménage pas, hein? Oui. Alors c'est quoi, Monique? Moi, je vais vous dire. Il m'a dit, maman, je veux que tu travailles, c'est pour ça que je rebondis, sur la faculté d'être et la difficulté d'être. Yes. En tout cas, merci pour ces mots, Nicole, parce que ça, Tu as vraiment mis en mots ce que je ressens depuis quelques temps, et du bien de les entendre, ces mots, et voilà, tout simplement, ça résonne très fort pour moi. Yes, je suis super contente. Pour compléter ce qu'a dit Nicole, et peut-être ça t'aidera, Muriel, si tu as besoin d'en parler avec tes enfants. Voilà comment moi j'explique la grande maison de la vie. Quand j'en parle avec les enfants, je leur dis en fait, la vie c'est comme un grand château. Imaginez que la vie c'est un grand château. Dans le château, il y a plein de pièces. La plupart des humains, ils habitent toujours la même pièce. La pièce qu'on appelle la réalité, parce que c'est là qu'il y a le plus de monde. Disons que c'est un peu le hall d'entrée du château. C'est là que tout le monde circule. C'est la pièce que tout le monde connaît. Et la plupart des gens, en fait, ils restent dans ce hall et ils croient qu'il n'y a que ce hall qui existe. Mais en fait, ce hall, il y a plein de portes. Il y a plein de portes tout autour. Et il suffit d'ouvrir les portes et on peut aller dans d'autres pièces et dans d'autres étages du château. Il faut juste avoir le courage et se rappeler le chemin pour revenir dans le hall et pas se perdre. Donc, ça ne veut pas dire qu'en fait, au-delà de la réalité que tout le monde reconnaît comme la pièce commune, il n'y a pas d'autres réalités et qu'on ne peut pas aller dedans et qu'il n'y a pas des présences et qu'on ne peut pas aller à la rencontre de ceux qui habitent là. C'est juste que la plupart des gens, ils connaissent pas ces réalités et ils ont peur d'y aller. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas entrer en contact avec. Et comme l'a très bien dit Nicole, ça ne veut pas dire qu'il y a des cloisons entre les pièces du château. En fait, on peut circuler partout. Il faut juste se donner le droit d'aller d'une pièce du château à l'autre. Et le fil d'Ariane, pour jamais se perdre, je crois que c'est l'amour. Et pour ça, on n'a pas besoin d'une religion, on n'a pas besoin de croire à quoi que ce soit, ni à Dieu, ni à rien. Moi, je dis toujours que les morts continuent d'être vivants tant qu'on les porte dans notre cœur et on n'a pas besoin de croire à aucune religion pour ça. Et je crois que c'est ce que vous faites avec Adrien. Donc pour moi, ce soir, Adrien, il est vivant au même titre que nous tous. C'est juste qu'il est là dans un manteau invisible. Voilà. Oui, alors tout dépend de ses croyances, quoi. Bon, moi, j'ai un tempérament un peu cartésien et j'ai du mal à m'accrocher à ce genre de choses. Et moi, aujourd'hui, je pense qu'il comble l'absence. Il n'y a pas même un ensemble de présences qui va l'absence. Mais je comprends Bruno, parce que j'ai été cartésienne les 30 premières années de ma vie et je sais comment on se sent quand on est dans cette pièce du château avec tous les murs autour. C'est étonnant parce que vous parlez d'être cartésien et je suis cartésienne dans le sens où je suis scientifique. J'adore ça. Je suis allée regarder la physique quantique, etc. parce que je sentais que ça parlait de quelque chose de vrai, mais j'aime ça. J'ai toujours aimé les sciences. Et je me sens toujours cartésienne avec tout ce que je vous raconte ce soir, avec mes expériences qui semblent pas cartésiennes visiblement, parce que Bruno réagit en disant « là, moi je suis cartésien ». Et j'ai envie de dire, Bruno, l'amour, quand vous ressentez l'amour, où est-ce que vous le ressentez ? Oui, alors on pourrait faire une réponse cartésienne et dire qu'il y a des phénomènes. Peu importe. Quand vous aimez. Scientifiquement, ça s'explique. On arrive à expliquer beaucoup de choses et les choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Parler aussi de partage, de notion de. C'est très important de pouvoir retrouver ces valeurs et de se dire, quelque part aussi, tu parles d'amour. Moi, je dirais une foi dans un monde meilleur aussi. L'amour, pour moi, c'est ça. Et je pense qu'il y a en tout cas pour au moins toute vie, quoi, dans le sens, mais aussi pour les gens qu'on aime d'abord, évidemment. Mais voilà, il y a un moment donné, c'est la base. Et je pense que c'est toujours pareil. Quand on tourne autour des valeurs, notamment qui tournent autour de la justice, moi, je dis tout le temps, les premières valeurs, c'est l'égalité.
qui reviennent, les valeurs de partage et aussi d'entraide, quoi, mais surtout de respect. Parce que le respect, c'est la première chose qu'on attend, c'est quelque chose qui... Alors, du coup, revenir à la pudeur, à des choses très simples, quoi. Et c'est retourner à cet essentiel qui est parfois le plus long, parce qu'en fait, on a l'impression de tout redécouvrir, quoi. C'est un bouleversement de nos valeurs, de notre champ de vision, de la vie en général, quoi. C'est vrai qu'après, on a plein de manières de les reconstruire, de les entourer, de se rendre, comme je dis, d'entourer, je pense, chacun à sa manière de retrouver la bienveillance, quoi. Dans un autre monde, un au-delà, au pas de la porte, dans ses tâches quotidiennes, dans son travail, chacun a sa manière, entre guillemets, de retrouver ses valeurs, quoi. Et je pense que tout le monde ce soir a des valeurs magnifiques. On essaye au maximum aussi de les partager. Ce que je trouve très fort, moi, dans ce que tu exprimais, Muriel, c'est un truc qui me restera. Tu parlais beaucoup aussi de la pudeur, quoi. Et puis tu l'as exprimé aussi avec Sylvie. C'est très difficile parce qu'en plus, voilà, on doit concilier ces sentiments-là. Et pour des enfants, c'est très fort. Le sentiment de pudeur, il est permanent, quoi. Et on se sent un peu atteint partout, en fait. Parce que la pudeur, voilà, ça renvoie à ça, c'est dire quel est le plus infime respect qu'on pourrait donner à soi-même, en fait. Et en même temps, le faire accepter aux autres, quoi. Donc c'est un sentiment très, très pur et en même temps très, 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 très voilà. Et je pense que c'est ce qui nous relie tous. En même temps, il y a cette compassion qui est permanente et c'est clair que voilà. Je pense que quand on éduque un enfant, on passe énormément de sa compassion, en tout cas quand on est des personnes bien. Et je pense que voilà, j'espère que ça restera. Je voudrais quand même, on n'a pas du tout élevé, non, fait non, en parlant des frères d'Adrien, on n'a pas du tout parlé du processus de deuil des frères d'Adrien. Et pour nous, c'est aussi très difficile. Parce que nous avons Cyril qui vient d'avoir 17 ans, qui aura 20 ans au mois d'août. Cyril, il était avec moi quand j'ai découvert le corps, hein, donc il n'est pas rentré dans l'appartement, mais il a tout vécu. Et il a entendu les hurlements de son papa. À l'extérieur, hein, c'est les pompiers qui l'ont. Donc, si vous voulez, pour nous, c'est. On n'arrive pas à savoir où est-ce qu'ils en sont. Il est à Lille, qui a aussi un duplex comme son frère, un mois après le décès d'Adrien, sa petite copine m'envoyait un SMS. Monique, je te le dis pas, mais il m'a dit qu'il voulait faire comme son grand frère. Donc, il ne répondait plus, on a fait délarper les pompiers chez lui, quoi. Donc, nous, on a un stress aussi, une angoisse régulière. Et là, on sent que quand Laurent vient, il n'est pas beaucoup là parce que tout de suite, il part chez ses amis. Et on ne sait pas vraiment comment il va. On arrive pas. On sent qu'il ne va pas. On rencontre exactement les mêmes problèmes que Muriel, hein, les problèmes financiers pour l'accompagnement psychologique. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on dit la même chose. C'est quelque chose de... Et... Voilà, et de toute façon, tout tourne autour de l'argent, hein, au niveau du procès, au niveau du prêt d'Adrien, et tout. Et nous, il faut qu'on arrive à tout gérer, quoi. Et puis, et après, il y a la famille aussi, qui nous aide d'une façon ou d'une autre, et autant que nous, parce que Adrien, il a laissé une trace de 20 ans et 3 mois. Donc, il y a des souvenirs de 20 ans et 3 mois. Les autres, ça pourrait faire le thème d'une autre émission. Hein, parce que...
Mais il y a quelque chose dont je voulais qu'on parle et qu'on n'a pas du tout évoqué non plus, c'est vos projets d'écriture, puisqu'en fait, c'est aussi quelque chose que vous avez en commun. Là, on est en train de parler de la mémoire et du souvenir. Je sais que Monique, tu avais ce désir et cette intention de faire un livre autour de ce qui vous est arrivé. Muriel, il me semble que tu as ce projet aussi. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être dire un petit mot de ce que vous avez envie de faire, comment ça vous est venu, pourquoi ce projet, en quoi ça vous aide à vous reconstruire aussi de partager comme ça votre histoire à travers l'écriture? Est-ce que c'est juste une thérapie pour vous-même? Est-ce que c'est le désir de témoigner? Est-ce que c'est... Non. Muriel? Vas-y Monique, je t'en prie. Bon, alors, honneur à la vieille. Moi, ça sert à quelque chose de vieille de temps en temps. Non, moi, j'ai 2 projets. Je souhaiterais faire une petite bande dessinée qui durerait 2-3, allez, maximum 4 minutes, qui parlerait d'un étudiant très brillant qui arrive en école d'ingé et qui est qui est harcelé et qui se suicide. Et j'aimerais que cette petite BD de 3-4 minutes puisse être likée et qui puisse monter en puissance pour parler du harcèlement dans les grandes écoles à travers une petite bande dessinée de 3-4 minutes. Donc ça, ce serait un outil de prévention, en fait. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai une de mes amies qui est une avocate qui m'avait dit, Monique, je t'en supplie, ne mets jamais Adrien à Arts et Métiers parce que je m'occupe actuellement d'un suicide et de deux meurtres de Arts et Métiers. Hein, Arts et Métiers. Donc Adrien, on lui a interdit d'aller à Arts et Métiers parce que j'avais peur. Il est parti à l'Estaca, il est mort. Donc c'est tabou et c'est elle qui, avant, à l'époque, Adrien était en première, donc il n'avait même pas, et elle m'avait dit... Et j'ai beau essayer de discuter avec les parents, ils ne veulent pas ébruiter les affaires. Donc, si vous voulez, nous, on n'a rien à faire. Mon mari est à la retraite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mon mari? On ne peut pas le bloquer professionnellement. Moi, je suis retraitable. Donc, on ne peut pas m'embêter non plus. J'en ai un qui est en faculté. Il n'est pas en école d'ingé. Et mon petit dernier, il veut être psychiatre. Donc, il part direct en école de médecine. Donc, roule ma poule. Donc, je veux maintenant faire remonter l'information que le harcèlement ne s'arrête pas après le lycée. Mais Collège bien, voilà. Quand je dis après le lycée, c'est-à-dire qu'il y a eu primaire, collège, lycée. Là, je dis bien après le lycée. Et mon deuxième projet, c'est un projet différent. Si on lit le livre de Marion Fraisse et si on regarde son film, l'histoire d'Adrien est identique. Pas le même âge, mais pratiquement pareil. On a tout fait la même chose. Pareil avec l'école, tout pareil. Tout est identique. Donc, où serait l'intérêt? Faire un livre au nom d'Adrien? Je ne vois pas trop. Par contre, ce que j'aimerais, c'est que je suis en train de regardez, vous voyez, un classeur qui s'appelle Au-delà. Avec une étoile. Voilà, donc je retranscris toutes mes réunions médiumniques. Je stabilote tout en jaune. J'ai fait un autre compartiment qui s'appelle Fait insolite. Des choses un peu bizarres qui arrivent, du style mon Laurent, son premier emploi. Adrien, au mois d'août 2015, m'avait envoyé une photo de sa ratatouille et il m'avait dit, maman, ma première ratatouille, appelle-moi petit chef. Le premier emploi de son frère, il a commencé le 5 juillet, la date d'anniversaire de son frère, et dans l'attraction Ratatouille de chez Disney. Donc, c'est insolite pour moi, c'est un clin d'œil. Donc, j'aimerais raconter brièvement au début qu'Adrien, à 2 ans, il me demandait, maman, pourquoi les mouches sont toujours attirées par la lumière? Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enfants qui posent ces questions-là à leur maman. Raconter un peu la belle personne qu'était notre fils avec les témoignages que j'ai pu récolter pour sa défense. Et donner de l'espoir après, à travers des témoignages et des faits insolites qui sont arrivés. Et qui, pour moi,
je donne un autre exemple. Le vendredi, on va à la boucherie avec mon mari. C'est le meilleur ami d'Adrien qui nous sert. Et puis le boucher me dit, je transpire. Et tous les deux ont transpiré. Et j'ai senti qu'Adrien était à côté de nous. Mon mari demande, est-ce que tu as de la sobrassade? Il me dit, non, j'en ai pas. Le dimanche, donc 2 jours après, j'étais en Alsace. Et cette petite dame me dit, Adrien, elle me dit, vous aimez la charcuterie? Et puis moi, je dis oui, mais je suis en Alsace. Facile de poser c'est la spécialité en Alsace, la charcuterie. Elle me dit oui, parce que il vous a ramené de la charcuterie. Alors je lui dis merci, Adrien. Et là, elle répond oui, mais il est allé la chercher en Espagne. Son papa est 50% espagnol et il adore la sobrassa. Donc j'ai senti un petit clin d'œil à son papa et voilà. Donc moi, mon livre, ce serait dire j'ai perdu Adrien. C'était une belle personne. Mais si vous voulez essayer de croire à ce qui peut se passer derrière, voilà ce que j'ai. Voilà les preuves tangibles. Je ne pars pas sur du superflu. Je pars sur quelque chose qui me parle. Et justement, la dame m'a dit que Adrien allait les voir régulièrement parce que cette vieille dame est avec une dame qui est docteur en je ne sais pas quoi. Donc c'est une très grande scientifique. Elle s'est attachée à Adrien quand il est venu. Et j'ai l'impression que cette espèce de voyou, il fait maintenant un triangle. Pour moi, c'est comme un triangle entre, de l'autre côté de la porte, moi je l'ai appelé. C'est plus facile pour nous à la maison, de l'autre côté de la porte. Donc cette dame, elle fait le lien entre l'autre côté de la porte et nous. Et donc, et elle me disait qu'il était hyper intéressant, qu'il allait souvent les voir. Et c'était tout à fait le tempérament d'Adrien, très curieux d'aller voir, se renseigner. Et donc, il fait le yo-yo et il va souvent les voir. Et du coup, maintenant, il est connu comme le plus grand nom. Mais c'est tellement beau d'y croire. Voilà. Comme je dis à mon mari, voilà. C'est une place de cinéma. Et toi, Muriel? Alors, mon projet d'écriture, il mûrit lentement, mais sûrement. C'est autour de la maternité en général. J'ai un parcours avec la maternité qui est chargé, on va dire. J'ai connu l'avortement, j'ai connu la fausse couche, j'ai connu la mort de mes enfants. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire dans ce domaine-là et beaucoup d'espoir à apporter peut-être, beaucoup de réponses peut-être pour des familles qui sont dans la douleur, enfin, je m'adresse vraiment beaucoup aux femmes, je pense, par l'intermédiaire de ce futur livre. Mais voilà, c'est à la fois une façon de moi de clore un chapitre de ma vie, mais de le clore vraiment dans la lumière, dans l'espoir et dans la guérison. Voilà, et que ce soit que tout ce qui est derrière ces épreuves, derrière ces difficultés, derrière ces choses terribles, tout ce que j'ai pu y déceler de beau, de vivant, de nourrissant, de bienveillant, d'aide dans le cheminement intérieur. Et voilà, donc ça, j'ai écrit un peu des bribes, mais je laisse après pendant quelques mois, j'y reviens. Ça se trouve, il sera pas fait avant des années et des années. Hein. C'est un processus, mais voilà. C'est vraiment une façon pour moi de clore ce chapitre de ma vie et d'essayer d'apporter un maximum d'aide et d'éclairage, d'espoir, voilà, à toutes les femmes, à toutes les mamans qui sont en difficulté ou en incompréhension face à des choses qu'elles vivent dans leur maternité. Voilà.
Ben, je te remercie Muriel. Et puisqu'on parle d'espoir, je propose qu'on termine en laissant la parole à Willy qui incarne ça très bien parce que l'émission est déjà très très longue. Donc je propose qu'on finisse sur le texte de Willy, quitte à discuter encore un petit peu entre nous après si vous en avez envie. Mais pour pas rallonger encore parce que là on est déjà à plus de 2h30 d'émission. Ah ouais. Quand même. Il est minuit quasiment. Et puis, il y a les enfants qui dorment. Oui, c'est ça. Donc, c'est gentil, Sylvie. Merci pour ce compliment. Moi, en tout cas, c'est vrai que, avant de vous lire le texte, j'aimerais juste dire un mot, parce que c'est vrai que l'espoir, porteur de vie, la sagesse, c'est aussi de savoir un peu le conserver. Tu parlais de la lumière. Je pense que ce texte, Muriel, ça va te parler aussi. Parce que moi, je suis un peu comme Sylvie, on parle tout le temps ensemble des lumières qui nous entourent et qui nous traversent. C'est sûr que. Ah bah, il y en avait plein ce soir. Hein. Nicole, elle brille. Voilà. Et puis, je suis sous la belle lumière de leur maison. Voilà. Je sais qu'il y aura plein ici. Alors, ça s'appelle Lettre au ciel au départ, le texte. Être de lumière. Être une lumière au cœur d'un monde de ténèbres. Être un espoir au milieu des âmes qui s'y enchaînent. Être une lueur dans les yeux de ceux qu'on aime. Être endolori, être souffrant. Être n'est pas qu'un verbe. Être, c'est aussi toi qui nous as quittés. Être avec toi, contre notre cœur serré. Au fond de moi encore il t'appelle. Être de joie, être de peine. Pourvu qu'un jour finissent ces regrets et renaissent dans ta voix tout est je t'aime. Être sans toi, être n'est pas qu'un verbe. Et pourtant loin de toi, je t'aime de tout mon être. Être de lumière. Merci. 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 C'est très